Aujourd'hui, on aborde le chapitre 18, du séminaire 2 de Jacques Lacan, hein, dont le titre est Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Et le titre de ce chapitre 18, c'est Le désir, la vie et la mort. C'est le titre de ce chapitre-là, Le désir, la vie et la mort, qui s'est tenu exactement le 19 mai 1955 à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, devant l'auditoire habituel de Lacan. Donc, ce chapitre, alors le titre, c'est un titre qui n'est pas de Lacan, évidemment le titre du chapitre n'est pas de Lacan. Le titre du chapitre est de Jacques-Alain Miller, c'est son gendre, le gendre de Lacan. Et je trouve que moi le titre du chapitre est un peu malheureux, c'est mon opinion, hein, parce que je trouve que c'est un titre de chapitre un peu racoleur. Le désir, la vie et la mort. Il y a un côté racoleur, et puis ça laisserait entendre que finalement le désir, la vie et la mort, on pourrait conceptualiser ça de manière à peu près satisfaisante. Ça pourrait laisser entendre ça, ce qui n'est pas possible, hein. Évidemment, est du côté de l'impossible. Donc, bon voilà, c'est juste un aparté sur le titre lui-même. Surtout que, bien sûr, il est question de ça, mais enfin, il est question surtout de la libido quand même. C'est surtout ça qui est en cause dans ce chapitre-là, et ça ne figure pas dans le titre. Le terme libido ne figure pas dans le titre, alors que ça a été quand même la grande affaire de Freud, cette histoire de libido. Donc voilà, on remarque en marge. Alors justement, la question de la libido, c'est complexe. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer de manière claire et définitive ce que c'est que la libido, c'est impossible, surtout qu'il y a eu des acceptations diverses et nombreuses de la notion de libido. Donc je vais m'en tenir à ce que a pu en dire Freud de manière très compactée, très résumée, et ce que a pu en dire Lacan, ce qui n'est d'ailleurs pas tellement éloigné. Ça paraît éloigné comme ça dans la formulation, mais ça reste relativement proche finalement, l'acceptation freudienne et lacanienne. Et donc, la libido a toujours été définie comme une énergie psychique, hein, comme une énergie psychique, pas une énergie du corps, hein, l'énergie psychique qui accompagne les pulsions sexuelles et qui permet à ces pulsions d'accéder à une certaine réalisation d'elles-mêmes. Et donc, ça, évidemment, alors là où on trouve deux acceptations déjà très différentes de la libido, c'est que chez Freud, pour Freud, cette énergie psychique qui accompagne les pulsions sexuelles, en fait, on la retrouve dans toute la vie, dans tous les actes, dans tous les lieux de la vie quotidienne, si je puis dire, si vous voulez. Et la libido, pour Freud, elle est partout. Elle est partout. Elle agit tout le temps et partout dans notre existence. Non, excusez-moi, je vous dis une connerie. C'est pour Jung que la libido agit pour tous, agit partout et pour tous, partout. Alors que pour Freud, non, je dis une grosse bêtise, alors que pour Freud, elle est essentiellement sexuelle, axée sur la sexualité. Voilà les deux grandes différences pour parler des gens de l'époque de Freud. Puisque Carl Gustav Jung, il était plus jeune que Freud, hein. Il avait 20 ans de moins, pour autant, il a été un disciple de Freud dès le début. Jung, il a été un disciple de Freud dès le début. Alors Jung, c'était un Suisse, un psychiatre suisse, médecin psychiatre suisse, psychologue également, et qui a quand même eu une très grande renommée, hein, une très grande renommée internationale, plutôt que Freud, avant Freud, hein. Parce qu'il a beaucoup voyagé, parce qu'il a rencontré énormément de gens, il a parcouru le monde, hein, Jung, pour aller écouter des gens et puis pour parler lui-même de ses propres concepts. Ce que Freud a peu fait. Freud a beaucoup voyagé, mais en Europe, et Freud ne voyageait pas tellement pour aller faire des conférences. Il l'a fait un peu, mais modérément. Freud voyageait essentiellement pour aller voir des églises, des tableaux. C'était ça qui le passionnait. Des sculptures, des églises, des tableaux, et surtout en Italie, et dans certains pays de l'Est aussi, hein, dans les pays Balkans. Voilà, il se promenait beaucoup, Freud, en train, hein, dans les pays comme ça, de l'Europe
l'Europe, Italie, Espagne, Allemagne forcément, et puis quelques pays de l'Est. Alors, il voyageait seul ou alors il voyageait avec pas avec sa femme, non. Sa femme n'était jamais du voyage, il voyageait souvent avec Mina, qui était sa belle-sœur, et qui était beaucoup plus jeune que lui, et beaucoup plus jeune que sa femme qui s'appelait Martha Bernet. Mina Bernet, elle était très jolie, très intelligente, et Freud l'aimait beaucoup. Et on s'est toujours demandé, c'est encore une question sans importance, hein, s'ils n'avaient pas une relation finalement. Hein, parce qu'il ne voyageait qu'avec Freud, avec Mina. Et donc ils allaient, surtout quand même en Italie. Surtout en Italie, parce que Freud était passionné par la peinture italienne. Il était fou de la peinture italienne et de la sculpture. Et d'ailleurs, on dira quelque chose tout à l'heure de Léonard de Vinci, d'une œuvre particulière de Léonard de Vinci. Donc, Jung a été disciple de Freud au départ, mais ensuite, ils se sont chamaillés. Hein. Enfin, ils ont été camarades, si je puis dire, pendant quand même pas mal d'années, hein, pendant 10-15 ans, même facile, même plus. Et ils se sont fâchés à partir de 1914-1915, quand est paru ce bouquin-là de Freud qui s'appelle 3 essais sur la théorie sexuelle. 3 essais sur la théorie sexuelle, parce qu'ils avaient des divergences considérables. Alors, ça collait plus du tout. Notamment, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais notamment sur la question de la libido précisément, hein, où Freud l'attribuait essentiellement à la sphère sexuelle et où Jung disait qu'elle était chez tous les individus, partout et tout le temps. Voilà. Donc et ils ont eu bien d'autres divergences. Hein. Il y avait des jalousies de pouvoir aussi. Freud avait peur que Jung prenne sa place. C'est bizarre, hein, quand même, des trucs de rivalité comme ça. Il avait peur que, à l'international, c'est-à-dire à la présidence honorifique ou effective des sociétés psychanalytiques, et notamment l'IPA, qui était l'International Psychoanalytic Association, qui était la plus importante, il avait peur que Jung prenne un ascendant sur lui. D'autant qu'un jour, ils ont fait un voyage ensemble aux États-Unis, à New York, et Freud n'était pas à l'aise avec l'Amérique. Il avait un problème là avec l'Amérique. Il n'était pas à l'aise là-bas. Il a fait des conférences, mais il n'était pas bien. Il était angoissé là-bas. Et au point que quand ils sont repartis vers l'Europe, ils ont pris le bateau. Hein. Ils ne prenaient pas l'avion à cette époque-là. Ils ont pris le bateau et sur le quai du port, Freud était tellement mal qu'il a fait sous lui. C'est quand même étonnant, hein, c'est surprenant. Donc il a eu une espèce comme ça d'échappée étrange, angoissée, d'angoisse et sans doute de dépression. Et peu après cet incident, Jung lui a dit, si tu veux, je peux te prendre en analyse. Si tu veux, je peux te soigner. Alors ça, Freud n'a pas apprécié du tout. Parce qu'il a vu tout de suite, il s'est dit tout de suite, tiens, celui-là, il veut prendre un ascendant sur moi en m'allongeant, je vais devenir son sorte de vassal psychanalytique. Et donc, voilà, ça a fini d'achever leur relation. Et par la suite, ils ont continué à avoir un lien, mais enfin très distendu et assez agressif. Et d'ailleurs, Freud lui a écrit une lettre vers 1914 ou 15, je ne sais plus exactement, où il lui dit carrément, maintenant, il faut que notre communication s'arrête totalement. Voilà, totalement, définitivement. Il a dit ça carrément. Parce que c'est vrai qu'il est exact que Jung a pris un ascendant, enfin, il n'a pas pris un ascendant, mais il a eu une place très importante et qui était effectivement, à l'époque, un peu menaçante pour Freud. Elle l'est beaucoup moins maintenant. Je ne dis pas que Jung a disparu de la circulation. Jung, ça s'écrit avec un J, hein, pas avec un Y. Ça s'écrit J-U-N. G. Carl Gustave de son prénom, suisse. Donc, alors, oui, Freud a dit que Freud a parlé assez rapidement de la sexualité des enfants, bien sûr. Et ça, déjà, pour Jung, c'était un problème qu'il ne voulait pas aborder. Il n'y a personne qui voulait aborder ça, hein, la sexualité des enfants. Donc ça a
a chopé avec beaucoup de gens à ce moment-là. Hein. Quand il a écrit ce bouquin-là, 3 essais sur la théorie sexuelle, alors on dit que c'est à ce moment-là que tout le monde a dit mais c'est un pornographe, on lui a dit ça, hein. Qu'il était un pornographe, Freud, obscène. On lui a dit que, aussi un truc étrange, on lui a dit mais vous professez une science boche. C'est quand même un peu étonnant comme attaque. Mais ça s'est pas fait tout de suite, parce qu'en fait, ce bouquin-là, quand il l'a sorti, 3 essais sur la théorie sexuelle, Freud, eh bien, dans un premier temps, il ne s'est pas vendu. Il est sorti un peu dans une espèce de silence littéraire. Il en a vendu quelques milliers, quoi, mais très très peu par rapport à ses ventes habituelles, qui étaient colossales à l'époque. Et c'est un peu plus tard, quelques années plus tard, quand les gens se sont aperçus que ça traitait beaucoup de la sexualité des enfants, que là, ça a fait scandale. Alors là, oui, ça a fait scandale, et c'est là qu'on l'a traité de pornographe et tout ça, de science boche, tout ce que vous voulez. Et que ça, les gens étaient scandalisés qu'on puisse imaginer que les enfants aient pu avoir une sexualité, y compris les tout petits, hein, parce que pour Freud, c'était y compris les tout petits, y compris les bébés, avec des actions narcissiques que, évidemment, réfutaient les gens bien pensants, si je puis dire, quoi, voilà. Donc, alors, il avait un peu, pour schématiser un petit peu, si vous voulez, cette théorie de la libido, on ne va pas approfondir dans les moindres détails, parce que ce sera non plus indispensable. L'éros, si vous voulez, l'éros, c'est la libido, hein. Freud l'a nommé comme ça des fois. L'éros entraîne les pulsions, et puis des pulsions de vie. Alors, il y a des pulsions de vie, mais il y a aussi des pulsions de destruction. Il y a 2 sortes de pulsions. Pour Freud, hein, des pulsions de vie et des pulsions de destruction. Alors, ce que disait Freud, c'est que, d'une certaine façon, ces 2 penchants pulsionnels pouvaient arriver, sous l'effet de l'énergie libidinale, à se stabiliser, à être suffisamment antagonistes et équilibrés pour pouvoir se neutraliser. Voilà. Et donc arriver à une espèce de paix psychique, si vous voulez, quoi. Hein. Ce que Lacan réfute. Voilà. Hein, ce que Lacan réfute, pour lui, ça n'est pas possible. Hein. On ne peut pas unifier l'activité pulsionnelle d'un sujet quel qu'il soit sous l'égide de la libido, fût-elle quelque chose d'indispensable et traversant notre vie sexuelle. Ça n'est pas possible. Là, il y a une nuance d'importance quand même entre Freud et Lacan. Bon, voilà. Et ce sur quoi ils sont d'accord, c'est que Freud comme Lacan disait que la libido n'est pas un choix d'objet. N'est pas un choix d'objet, même si parfois on peut se choisir soi-même comme objet dans le narcissisme. Dans le narcissisme, on peut se choisir soi-même comme objet. Mais vous voyez bien que ce ne sont pas des objets de la vie courante, c'est pas une table, une chaise, etc. C'est pas un animal, c'est pas. Non, Freud comme Lacan considérait que c'était une activité, disons, intellectuelle, conceptuelle, inconsciente aussi, largement inconsciente, etc. Mais et que donc l'amour est effectivement, comme c'est dans le titre, hein, l'amour est une activité, enfin plutôt une conséquence de l'activité libidinale. Ça, c'était pour dire 3 mots sur la question de la libido, parce que c'est tellement complexe, cette histoire de libido, puis c'est tellement divers d'un auteur à un autre que c'est difficile d'en avoir une vue un peu synthétique, si vous voulez, c'est complexe. Alors, Lacan fait cette remarque-là, il dit à propos de la libido, on croit que c'est une unité de mesure quantitative, mais que vous ne savez pas mesurer. C'est vrai. Hein. Si on dit que c'est une énergie, on peut lui donner un quantum, dire qu'elle est mesurable, hein, qu'il y aurait des appareils qui pourraient à la limite la mesurer. La libido, si c'est une énergie, pourquoi pas, hein. Donc, mais alors Lacan, évidemment, c'est pas son truc, hein.
Et alors du coup, comme c'est une énergie, eh bien Lacan dit on pourrait penser qu'elle est toujours là aussi. On pourrait penser qu'elle est toujours là. Hein. Alors que vous voyez que si Freud dit qu'elle est essentiellement rattachée à l'activité sexuelle, eh ben, elle peut s'absenter. Hein. L'activité sexuelle, elle peut s'éteindre, hein, on pourrait dire. Regardez Freud, par exemple. Freud, dans sa vie, il a eu une activité sexuelle étrange, hein, parce que Freud, il a fait ses enfants, voilà, il en a fait 6, si je ne me trompe pas, et après, ben, il a rangé sa boutique. Il a arrêté. Hein. Martha, Tintin, terminé. Hein, et il était encore jeune, hein, Freud, hein, quand ils ont eu leurs 6 enfants, Martha, Berger et lui. Et bien c'était terminé. Il a décidé, il a dit à Martha, maintenant c'est fini, hein, l'activité sexuelle, la relation sexuelle, c'est terminé. On a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'elle s'absente parfois. Là, c'est un peu particulier chez Freud, enfin bon. Alors, Lacan dit ceci, il dit ceci, on croit que c'est une forme d'unification du champ des effets psychanalytiques tendant à aboutir à un monde, alors là il emploie une terminologie latine, il dit à un monde terminus ad quem. Terminus ad quem, c'est du latin, c'est pas quelque chose de compliqué, hein. Terminus ad quem. Oui, parce que si on considère que la libido est un quantum d'énergie, que c'est une énergie mesurable, eh bien, effectivement, on peut penser que c'est quelque chose qui est du registre d'un monde qui est terminus ad quem. Terminus ad quem, ça veut dire un monde qu'on construit, qu'on conceptualise, qu'on borne. Et une fois qu'on l'a borné, on ne peut pas refaire d'action après ce monde-là ou avant ce monde-là. Vous voyez ? Il n'est plus possible d'agir dans le même registre que ce que l'on a fait entre les deux bornes. On ne peut plus agir après l'échéance ou avant l'échéance. On ne peut pas. Donc évidemment, Lacan n'est pas d'accord avec ça. Parce que ce bornage-là, il veut dire qu'effectivement, on a pacifié nos pulsions, et on est tranquille. Voilà. Et on est tranquille, on est en paix avec notre activité pulsionnelle, et on n'est plus embarrassé avec ça. Et donc, évidemment, ça n'était recevable ni par Freud, ni par Lacan, bien sûr. Parce que, si vous voulez, le grand truc de Freud, c'était de dire que les pulsions subissaient un refoulement. Bien sûr qu'elles subissent un refoulement, heureusement, hein. Si les pulsions ne subissaient pas de refoulement, vous imaginez un petit peu comment le monde serait. Et que du fait de ce refoulement-là, eh bien, on avait des névroses. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, si on voit les choses comme ça, les pulsions sont, si vous voulez, renvoyées un petit peu en arrière par le refoulement, du coup, on est névrosé. Si on voit les choses comme ça, ce qui n'est pas idiot, ça veut dire qu'on est tous névrosés. Et que c'est nécessaire d'être névrosé. Si on n'est pas un minimum névrosé, à la limite, les pulsions se lâchent, il n'y a plus de digue, il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de censure, il n'y a plus de morale, il n'y a plus, si vous voulez, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de parexcitation, et donc ça devient un monde chaotique et cruel et mortel. Hein. Et donc, à la limite, les névroses, quand elles ne sont pas exagérées, bien entendu, hein, il ne s'agit pas d'une névrose avec des souffrances épouvantables, avec la nécessité d'être soigné, de prendre des médicaments, d'être terriblement angoissé, d'avoir une vie impossible, etc., du fait du handicap névrotique. Hein. Non. Mais être névrosé comme on l'est tous, eh ben, c'est nécessaire parce que finalement, ben, c'est un espèce d'avatar, si vous voulez, eh bien, des pulsions, hein, la névrose, du fait du refoulement. Donc vive la névrose. Hein. Vive la névrose. Un peu calme, quand même, un peu modéré, bien tempéré, si je puis dire, hein, pour parler en termes musicaux, des pulsions bien tempérées. Donc,
Alors, le bouquin, donc, comme je vous disais, le bouquin 3 essais sur la théorie de la vie sexuelle, Freud l'a écrit en 1905, il est paru bien après, mais il avait commencé à le travailler, il a travaillé ça longtemps, il l'a fait, il l'a refait, il a réécrit, je ne sais pas combien de fois, parce que ça lui était complexe, et ça le renvoyait à sa propre sexualité, à la sexualité de son père, etc. Parce que les relations dans la famille Freud n'étaient pas simples, c'était pas simple. Entre Martha et son mari, ils s'entendaient bien, ils s'aimaient. Martha et Bernet et Sigmund Freud s'aimaient, ils se sont aimés jusqu'à la fin de leur vie. Elle est morte pas mal, assez longtemps après lui. Lui, il est mort en 1938 et elle est morte dans les années 50 quand même. 51, je crois, quelque chose comme ça, oui. 51, il me semble. Et donc, dans cette famille Freud, c'était pas simple parce que regardez la relation de Freud avec sa propre fille, la fille la plus jeune, Anna. C'était une relation quand même un peu étrange, puisque finalement, Anna, elle ne s'est pas mariée. Elle a vécu avec son père tout le temps. Que ce soit en Autriche, avant qu'il s'exile en Angleterre, ou en Angleterre, ils ont vécu ensemble tout le temps. Je ne dis pas que c'était une idée incestueuse, c'est pas ça, mais elle s'était dévouée à son père totalement, Anna. Voilà. Elle avait fait ce choix-là, de se dévouer à son père. D'autant qu'il était malade, vous savez, il avait un cancer de la mâchoire épouvantable, un effroyable cancer de la mâchoire qui le faisait souffrir atrocement. Il avait un espèce d'appareillage métallique qui mettait la nuit, ça lui provoquait des douleurs horribles, il hurlait. C'était quelque chose d'atroce, il appelait ça son monstre, c'était un truc qui avait été fait par un ferronnier, vous imaginez le truc de l'époque. C'était pas fait par des chirurgiens du tout, ça avait été fait par un ferronnier qui avait fabriqué une espèce de mâchoire métallique qu'il fallait qu'il enfonce dans les chairs, comme ça, parce qu'il n'avait plus de mâchoire en fait. Il avait beaucoup fumé de cigares, il fumait tout le temps un cigare. Si vous regardez les photos de Freud, le mec il est tout le temps en train de fumer un cigare, pratiquement, tout le temps. Je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné son cancer de la mâchoire, mais ça a pu jouer quand même. Il est possible que ça ait joué. Donc je parlais de ce bouquin-là, et je vous avais dit tout à l'heure que c'est un bouquin qui a fait scandale tardivement, mais qui a fait quand même vraiment scandale, et surtout quand il a commencé à parler des théories sexuelles infantiles. Alors, dans ce bouquin, c'est ça qui est un petit peu intéressant, si vous voulez quand même, c'est justement, moi ce que je trouve le plus intéressant dans ce bouquin, et c'est pas très long, c'est ce qu'il dit sur la sexualité infantile et sur les théories sexuelles de l'enfance. Alors, faire attention parce que quand Freud parle des théories sexuelles de l'enfance, il faut se méfier, ça a deux acceptations. Ça veut dire des théories des gens qui savent, des savants, sur les enfants, sur leur approche, sur l'approche sexuelle des enfants, mais ça veut dire les théories élaborées par les enfants aussi, élaborées par les enfants eux-mêmes. Par les enfants eux-mêmes. C'est ça, et c'est ça qui a intéressé Freud. C'était pas tellement les théories élaborées par les adultes sur les enfants, et surtout qu'il n'y en avait pas, ou pratiquement pas à l'époque, mais c'était les théories élaborées par les enfants sur la question de la sexualité, y compris les théories élaborées par les tout petits. Et donc, il y a quelques pages là-dedans sur ça, et je vais vous lire un petit extrait parce que, en fait, il s'est entre autres intéressé à la façon dont les enfants pouvaient conceptualiser le fait de faire des enfants, d'enfanter. La sexualité nécessaire à la construction des enfants, etc., à l'accouchement et tout ça. Et c'est vrai que quand on interroge des petits, on est souvent surpris, en dehors de l'affaire des cigognes, il n'y a pas que ça, les choux, les cigognes et les choux, il y a autre chose dans l'imaginaire enfantin, sur la naissance. Et Freud, ça l'a beaucoup intéressé, beaucoup amusé, et donc il a écrit des petites choses là-dessus que je vais vous lire. Alors, d'abord, il dit que les enfants petits font l'hypothèse d'un même organe génital chez tous les êtres humains. Voilà. Et il dit ça, c'est la première des théories sexuelles de l'enfant.
ils imaginent que tous les humains, tous les vivants ont le même sexe. C'est pareil, chez tout le monde. On peut imaginer ça. Et après, il continue en disant, alors, lorsque les enfants sont témoins du rapport sexuel à un âge aussi tendre, c'est-à-dire quand ils sont tout petits, quoi, entre les adultes, la conviction des grands que le petit enfant est encore incapable de comprendre quoi que ce soit de sexuel en leur fournissant l'occasion, ils ne peuvent manquer de considérer l'acte sexuel comme une sorte de mauvais traitement ou de violence, et de lui donner par conséquent un sens sadique. Voilà, les petits voient souvent ça comme ça, et ça, c'est quelque chose qu'on observe en consultation. Hein. Quand on parle avec des petits par les dessins, on arrive à voir que les rapports sexuels des parents, qu'ils peuvent entendre, ou voir même parfois, ça peut arriver, eh bien, ils les dessinent sur des aspects parfois sanglants, hein, sanglants, extrêmement conflictuels, sadiques, violents, etc. Ça fait du bruit, hein, ça saigne, enfin bref, tout ça, quoi. Et donc, il continue en disant, la psychanalyse nous apprend aussi qu'une telle impression de prime enfance contribue grandement à disposer à un déplacement sadique ultérieur du but sexuel. Oui, ça pourrait être une espèce de perversion ensuite qui pourrait advenir chez l'enfant, c'est-à-dire que lui-même pourrait devenir violent dans sa propre sexualité s'il garde cette conception première hein, qu'il a eue dans la toute petite enfance. En outre, les enfants se préoccupent beaucoup de savoir en quoi peut consister le rapport sexuel, ou ainsi qu'ils l'imaginent, le fait d'être marié, et cherchent la plupart du temps la solution du mystère dans une union qui s'accomplirait par le truchement des fonctions de la miction ou de la défécation. Oui, pour les enfants, c'est très souvent dans le fait de faire pipi ou de faire caca qu'ils s'imaginent que c'est comme ça que les enfants se construisent. Voilà, que se font les enfants. Bien sûr, ça, ce sont des choses qui arrivent chez beaucoup d'enfants, surtout si on ne leur parle pas de la manière dont ça se fait. Alors on peut se dire, ah oui, mais on parlait des enfants tout petits, c'est impossible, etc. Non, c'est pas impossible. Si on a du tact, comme disait toujours Freud, si on a de la prudence, si on emploie les mots qu'il faut, et relatifs à l'âge des enfants, si on cède un petit peu ce que je conseille moi à beaucoup de parents, hein, quand je fais mes consultations, je leur dis achetez des livres de dessin adaptés à l'âge de votre enfant concernant la sexualité. Il y a des librairies spécialisées à Tours, mais il y en a une qui est spécialisée là-dedans. Hein. Vous y allez, vous demandez un livre correspondant à l'âge de 3 ans pour la sexualité, ils l'ont. Et donc c'est tout à fait adapté, c'est pas choquant pour l'enfant, c'est pas traumatisant, etc. Donc c'est faisable. Et donc, d'ailleurs, Freud disait à ce sujet, il ne faut jamais mentir aux enfants. Il disait ça, Freud, il insistait beaucoup là-dessus, il ne faut jamais mentir aux enfants. Et donc, je ne dis pas que c'est méchant de dire que c'est des cigognes et les choux, non, c'est gentil, mais bon, c'est quand même pas ça, quoi. Donc voilà, du coup, comme l'enfant risque de ne pas y croire, parce que les enfants ne sont pas cons, hein. La plupart du temps, ils ne croient pas. Quand vous leur distribuez des salades, ça, c'est le cas de le dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc du coup, ils sont dans l'obligation de trouver si vous voulez, une correspondance ou un remplacement à la théorie que vous leur avez proposée. Et alors là, ils vont chercher des trucs abracadabrantesques, hein, des trucs généralement violents justement, difficiles, angoissants pour eux. Donc c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas leur mentir, à la limite, et leur expliquer les choses avec des dessins et tout ça, comment ça se passe. C'est pas infaisable hein, du tout. Hein. Alors, il poursuit ce cher Freud en disant, de façon générale, on peut dire des théories sexuelles enfantines qu'elles sont le reflet de la propre constitution sexuelle de l'enfant et qu'en dépit de leurs erreurs grotesques ça ne veut pas dire ridicule quand il dit ça, hein, grotesques au sens où elles font rire, hein, c'est ça qu'il veut dire. Hein. Elles témoignent d'une meilleure compréhension des processus sexuels que celle qu'on en attendait de la part de leurs auteurs. Les enfants perçoivent aussi des modifications de la grossesse que la grossesse entraîne chez leur mère et savent les interpréter correctement. La fable de la cigogne est très souvent racontée à des auditeurs qui l'accueillent avec une méfiance profonde, mais le plus souvent silencieuse. Voilà. Hein. Et Freud là a parfaitement raison. Hein. Les enfants ne contestent que rarement ce que leur disent leurs parents, parce que leurs parents ont une autorité intellectuelle sur eux qui prévaut, et donc ils acceptent, mais en silence.
là, il veut dire que finalement, dans le fond, ils ne l'acceptent pas vraiment. Hein. Ils en font un peu leur affaire après. Et ils vont se redistribuer un peu conceptuellement cette affaire-là et la renégocier dans leur propre psyché pour trouver d'autres explications un peu plus intéressantes et un peu plus vraisemblables pour eux que la cigogne ou le chou. Alors, il termine, encore un tout petit paragraphe. Toutefois, dans la mesure où deux éléments restent inconnus de la recherche sexuelle enfantine, le rôle fécondant du sperme et l'existence de l'orifice sexuel féminin, la plupart du temps ils ne le savent pas ça. Hein. Les mêmes points du reste que ceux dans lesquels l'organisation infantile est encore en retard, les efforts des chercheurs restent malgré tout régulièrement infructueux et s'achèvent sur un renoncement qui entraîne souvent une dégradation durable de la pulsion de savoir. Les recherches sexuelles de ces premières années de l'enfant sont toujours solitaires. Elles représentent un premier pas vers l'orientation autonome dans le monde et éloignent considérablement l'enfant des personnes de son entourage qui jusque-là jouissaient de sa pleine confiance. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait qu'il ne faut pas leur mentir, que ce n'est pas une bonne idée, quoi. Hein. Parce que la plupart des théories sexuelles infantiles, et Freud en parle, hein, la plupart du temps, c'est des théories cloacales. C'est-à-dire que l'enfant imagine qu'il y a une espèce de trou chez tout le monde. Chez tout le monde, il y a une espèce de trou par où les enfants arrivent. Hein, voilà. Donc c'est ça la théorie cloacale. Ou alors il y a la théorie par le nombril. Beaucoup d'enfants pensent que les enfants arrivent par le nombril aussi. Hein. C'est une possibilité, ça. Et il y a les enfants aussi qui arrivent, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par le fait pipi. Ce que les enfants petits appellent le fait pipi ou le fait caca. Ça arrive par là. Et donc ils restent avec ces croyances-là pendant longtemps, tout en ayant toujours cette conviction que le rapport sexuel est quelque chose de très violent en même temps. Donc vous voyez que si on laisse l'enfant dans l'ignorance par rapport à ça, eh bien on peut générer de fortes angoisses quand même. Hein. Et donc il vaut mieux, s'il commence à questionner par rapport à ça, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Hein. Eh bien il faut leur répondre. Et je ne dis pas que je ne blâme pas ceux qui parlent de chou et de cigogne, je reste là-dessus. Hein. Mais il y a un moment quand même où il faut leur parler un peu sérieusement avec les enfants. Il faut leur parler un peu sérieusement. Donc, alors, ensuite, oui, alors, je reviens un petit peu à la question de, j'ai lu un petit passage, c'est tout ce que je vous lirai sur ce livre-là. Je vous dis que je n'ai pas le temps de vous en lire plus, hein, parce que j'ai encore d'autres petits extraits à vous lire dans d'autres livres, donc je suis un petit peu à la bourre quand même. Et Lacan continue dans le bouquin, alors, dans son chapitre même, là, parce que là je m'en suis un petit peu éloigné, je suis allé chez Freud, hein. Et donc, Lacan continue sur la théorie de la libido et de la pacification, etc. Il dit: théorie dont la connaissance exhaustive nous permettrait d'engendrer aussi bien tout son passé que tout son avenir. Il n'y a là aucune place pour ce qui serait une réalisation nouvelle, une action à proprement parler. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que si vous estimez qu'avec cette lutte antagoniste entre les pulsions et puis la morale, et que vous arrivez à pacifier tout ça, eh bien vous faites un monde fermé, un monde borné, un monde avec des contours bien précis, et donc du coup, il n'est pas compliqué de savoir quel a été ses antécédents et quel est son avenir. C'est rien d'une certaine façon, quoi. Il n'y a pas tellement d'avenir finalement. Ça va être simple puisqu'on a réglé cette affaire-là. Donc la question du passé et de l'avenir, eh bien on peut l'engendrer comme on veut, comme dit Lacan, par rapport à cette idée de la pacification, à laquelle il n'adhère pas. Et c'est là qu'il dit précisément, Lacan, il dit: le monde freudien n'est pas un monde de choses, c'est un monde de désir. Hein. Ce n'est pas un monde de choses, c'est un monde de désir. Donc c'est pas la même chose, parce que les choses, on pourrait les prendre pour des objets de la réalité, des objets externes, etc., de la réalité, comme un autre corps, par exemple. Mais non, Lacan dit c'est le désir. Et le désir, c'est une affaire psychique. C'est une affaire psychique, comme la libido. Hein. La libido est une énergie psychique. Ce n'est pas une énergie du corps. Même si le corps joue un rôle, bien entendu. Donc, je répète cette phrase, elle est très importante, elle est page 261 dans l'édition du Seuil, hein, c'est: le monde freudien n'est pas un monde de choses, c'est un monde du désir.
Et la libido est censée, dit-il, censée, hein, il ne dit pas qu'elle le fait, la libido est censée donner à l'objet toute sa plénitude, tout son lustre. Alors ça, évidemment, il n'y croit pas trop, Lacan, à cette idée-là, que la libido va donner à l'objet tout son lustre. Hein. Ce serait, ou à la limite, dans le narcissisme, à la limite dans le narcissisme, parce que vouloir donner aux objets tout leur lustre, la plupart du temps, ça échoue. Même vos amours vous déçoivent à un moment donné, hein, nécessairement. Et tous les objets de fixation de votre amour vont à un moment donné vous décevoir. Et donc, si vos objets d'amour vous déçoivent, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous tourner vers vous-même. Et vous allez replonger dans le narcissisme. Dans le narcissisme. Alors, ça, c'est pas compliqué à comprendre. C'est presque mécanique, hein, quand même. C'est un retournement, quoi, cette espèce de feedback, hein, par dépit, un feedback par dépit. Alors Lacan insiste bien en disant, malgré les stades oral, anal, etc., hein, voilà, malgré les stades, les objets ne sont jamais ça, tout à fait ça. On tombe dans l'impasse du narcissisme. Ah oui, dit ça, page 131. Hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein, parce que comment est-ce que vous pouvez définir si vous prenez l'objet de votre amour, une femme ou un homme, par exemple, vous n'allez jamais pouvoir vous dire qu'elle est parfaite ou qu'il est parfait, qu'il est fait totalement comme ceci ou qu'il est fait totalement comme cela. Ça va être impossible. Hein. Vous allez vous heurter assez rapidement à des impasses par rapport à ce qui serait une définition comme ça de l'autre. Ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, du coup, eh bien, cet échec-là vous amène parfois à des renoncements de type narcissique, bien entendu. C'est pour ça qu'il dit on retombe dans l'impasse du narcissisme. Et Lacan, il va plus loin après, il dit le désir est le désir de rien de nommable. Le désir de rien de nommable. Alors ça, chez Lacan, c'est quelque chose de très compliqué qu'on ne va pas épuiser aujourd'hui, bien entendu. Hein. Mais chez Lacan, c'est très particulier la notion de désir chez Lacan. Hein. Chez Lacan, c'est le désir, c'est le manque à être, c'est un manque. C'est pas une satisfaction. C'est pas d'une côté d'une satisfaction, chez Lacan, c'est un manque. Le désir, chez Lacan, il est face à quoi? Il est face au manque. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots quand même ce qu'il veut dire par là. Parce que chez lui, c'est vraiment très complexe, cette notion-là. Mais on peut arriver à l'expliquer simplement, quand même. Avant que vous arriviez sur Terre, et même au moment même où vous arrivez sur Terre, vous êtes un nourrisson, on peut considérer que vous êtes un objet, dire ça comme ça, hein. C'est pas dévaluant, un objet complet, un objet satisfaisant, complet, etc., hein, sur lequel il n'y a rien à dire. Hein. D'ailleurs, vous ne parlez pas, quand vous avez 3 jours, vous ne parlez pas, vous babillez, vous ne parlez pas, etc. C'est un objet parfait, complet. Donc, au départ, il y a un objet, entre guillemets objet, il s'agit d'un sujet, hein, objet complet. Ou qui se vit dans la complétude, hein, dans une satisfaction de totalité, de perfection. Or, Lacan dit qu'à partir du moment où on se trouve être dans le registre de la parole, à partir du moment où on se met à papoter avec les autres, avoir des échanges, une interaction, une intersubjectivité, eh bien, c'en est foutu de l'objet parfait. C'est fini. C'est fini. À partir du moment où vous êtes en relation avec l'autre, vous tombez dans une sorte de perversion projective ou introjective qui fait que vous perdez cette toute-puissance du tout petit, cette perfection du tout petit. Vous la perdez. Et cette perte-là, elle est imperceptible. Ce n'est pas quelque chose qui tombe par terre, qu'on va ramasser. Hein. Ce n'est pas un objet dur, ce n'est pas une pierre. C'est un objet psychique, c'est quelque chose qui dénote une absence que Lacan a appelé l'objet petit a. Le voilà. Ce fameux objet petit a de Jacques Lacan. C'est ça, hein, tout simplement. Hein. L'objet perdu, c'est l'objet petit a. Et la relation du sujet à cet objet petit a, que Lacan écrit comme ceci. Ça, c'est la marque de l'alliance, si vous voulez.
avec l'objet petit a, la relation du sujet à cet objet perdu, eh bien c'est le fantasme. Ça, c'est le fantasme. Pourquoi? Eh bien parce que cet objet perdu, toute notre vie, on va chercher à le retrouver. Ben oui, hein. Nous savons très bien que nous ne sommes pas complets, que nous sommes imparfaits, que nous avons des tas de défauts, que nous avons des tas de manques. Nous avons des manques à être, comme dit Lacan, hein, tout le temps. Nous le savons. Il faut un peu d'humilité quand même pour en être sûr, mais on l'a suffisamment d'humilité-là pour le savoir. Hein. Et du coup, on va chercher toute notre vie, non pas notre moitié, comme on la cherche, comme on dit pour le mariage par exemple, hein, mais cet objet psychique, là, qui a été perdu de toute éternité dès que l'on a commencé à arriver dans le monde et à parler, et à papoter. Et du coup, cette relation que l'on a, que l'on conserve tout le temps avec cet objet perdu, eh bien, c'est ce qui caractérise le fantasme, qui est nécessaire, hein, qui n'est pas une perversion, qui n'est pas quelque chose de délictuel, hein, en termes psychanalytiques ni en termes juridiques, hein, pas du tout. Hein. Le fantasme il est nécessaire, hein, nous avons tous des fantasmes, et voilà, il faut le savoir, et c'est parce que nous avons un manque à être éternel, de toute éternité, de tout temps, si vous voulez. Voilà, je vais résumer de manière très compactée, quand même très compressée, cette histoire de manque à être de Lacan. Bien sûr qu'il va plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal comme ça, hein. C'est déjà assez consistant, quoi. Alors voilà, et si on n'était pas sûr que l'on soit complet ou pas complet, Lacan il insiste, il dit si l'être n'était que ce qu'il est, on en reparlerait. Si l'être n'était que ce qu'il est, on en reparlerait. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que l'être n'est pas ce qu'il est, ou ce qu'il croit être. Il ne l'est pas. Hein. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à la formule de Descartes. Je pense, donc je suis. Je vous la réécris pas en entier, mais je vous écris je. Eh bien, dans la formule de Descartes, lui par contre, Descartes il est sûr d'être ce qu'il est. Parce que le premier jeu est égal au deuxième jeu, puisque le premier jeu crée le second jeu. Hein. En position divine, le premier jeu descartien crée le second jeu. Et donc ils sont dans une relation d'équivalence. Hein. La balance de Roberval ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est rigoureusement impossible, bien entendu. Et c'est pour ça que Lacan dit cela. Hein. Si l'être n'était que ce qu'il est, on en reparlerait. Oui, c'est ce que je viens de vous dire là. Hein. Le jeu de... On en parlerait. Il n'existe qu'en fonction du manque. Voilà, il n'existe qu'en fonction du manque. Et donc, ce qui ne va pas dans la formule de Descartes, c'est qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. C'est d'abord que le sujet se crée lui-même, ce qui n'est pas possible. Hein. Le premier jeu crée le second, ce qui n'est pas possible, sauf à être Dieu. Et puis, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Bon, ça ne colle pas. En tout cas, pour la psychanalyse. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et ça serait, si on admettait que le premier jeu et le second jeu de Descartes, c'est vrai, à ce moment-là, on dirait l'être est conscient de soi et transparent à lui-même. Transparent à lui-même. Totalement transparent à lui-même, ce qui n'est pas possible. Alors, et Lacan rajoute encore, page 262, il dit « Il sait qu'il est », il parle du sujet, hein, le sujet sait qu'il est, mais pas ce qu'il est. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Il sait qu'il est, mais pas ce qu'il est. Donc voilà l'achoppement. L'achoppement, il est là. Il ne sait pas ce qu'il est. Donc il y a un manque, si c'est pas ce qu'il est. Des choses qui manquent. S'il savait ce qu'il était, il n'y aurait pas de manque. Et ensuite, il dit ceci, l'être s'élève comme présence sur fond d'absence. Ce sont des belles phrases quand même, c'est bien tourné. Hein. L'être s'élève comme présence sur fond d'absence. Ben oui, notre être s'élève comme étant, si vous voulez, sur le fond d'une absence, l'absence de l'objet petit a. On peut le nommer objet petit a ou on peut le nommer autrement, peu importe, on peut le nommer manque, hein. On s'en fout, ça, c'est pas grave. C'est Lacan qui est l'objet petit a, on n'est pas obligé de le nommer comme ça. N'empêche que on s'élève, nous, en tant qu'être, sur fond d'une absence, de quelque chose qui n'est pas là.
mais qui a sa place. Mais qui a sa place. C'est ça qui est particulier dans la théorie lacanienne, c'est que cet objet θ, certes il n'est pas là, mais il a sa place. Et pour vous en faire une métaphore, pour que vous compreniez bien ce qu'il veut dire, c'est que si vous allez dans une bibliothèque, et que la bibliothèque est bien rangée, avec le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 d'une œuvre, vous prenez le tome 3, hein, et puis vous allez chez vous et vous le lisez. Bien, le tome 3, dans la bibliothèque, il n'y est plus. N'empêche que la place vide, c'est la place du tome 3. Vous voyez, hein? Donc l'objet 3, il n'est pas là, il n'est plus là, le livre 3 n'est plus là dans le rayonnage, mais sa place est toujours là. Sa place est toujours là. Et donc, quand Lacan va un peu plus loin, il dit que nous avons toujours affaire à la place de l'objet θ. Nous savons qu'il a une place. Nous ne savons pas ce qu'il est véritablement. Alors, quelquefois, on se dit l'objet θ, c'est le sein de la femme, c'est autre chose. Peu importe. Hein. On peut en distribuer comme ça des récompenses à titre de l'objet θ, à ce que l'on veut. Mais c'est surtout plus une place avec quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là. Vous voyez? Et je trouve que cette métaphore de la librairie, elle fonctionne bien, elle est juste, si vous voulez, par rapport à ça. Alors que dit Freud? Oui, alors c'est page 264, Lacan, toujours parlant de la libido, du désir, du rêve, tout ce qu'on veut, dit que dit Freud? Chez l'enfant, il n'y a pas d'élaboration du désir, il y a envie pendant toute la journée d'avoir des cerises, alors il prend cet exemple-là, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, et le soir, il rêve de cerises. Seulement pour Freud, le désir du rêve, comme du symptôme, est un désir sexuel. Ce qui veut dire que, il veut dire par là que quand les enfants rêvent de ceci ou de cela et qu'ils le racontent le lendemain, eh bien pour Freud, c'est toujours un désir sexuel, d'ordre sexuel. Et d'ailleurs, Lacan donne un exemple qui est assez étonnant. Il dit quand un affamé rêve, il ne va pas rêver de croûtons ou d'eau pour se rassasier, alors qu'il pourrait se rassasier avec des croûtons ou de l'eau. Il va se rassasier avec un repas pentagruélique. Il va rêver d'un repas pentagruélique, et non pas de croûtons et d'un pichet d'eau, en général. Hein, c'est vrai. Si vous demandez aux gens qui ont eu faim, de quoi ils rêvaient de gâteaux splendides, etc., de viande magnifique, tout ça, et de plats somptueux, 3 étoiles, voilà, et pas d'un pichet d'eau et de croûtons. Et donc, ce qui veut dire par là, c'est que le rêve, le désir va toujours au-delà de quelque chose de raisonnable, si vous voulez, hein, qui serait le pichet et le pain. Il va toujours au-delà de ça, et donc on voit bien que le désir manque sa cible qui serait la bonne, qui serait le pichet et le bouton, et il va au-delà. Et donc ça veut dire que le désir, il va au-delà aussi, et il va vers quelque chose qui est autre chose qu'un objet, apparemment satisfaisant de la réalité, il va vers quelque chose de l'ordre du sexuel, justement. Pour Freud, c'est toujours de l'ordre du sexuel. Voilà comment Lacan image cela, hein, par cette histoire du croûton et puis du pichet. Alors, Lacan dit, je communique quelques exemples. Alors, ces quelques exemples qu'il communique, c'est tiré d'un rêve pour parler du désir de l'enfant. Hein, pour parler du désir de l'enfant, Lacan parle d'un rêve qu'a fait sa fille, Anna, et qu'a fait son petit-fils, dont je ne me souviens pas du prénom. Enfin, peu importe. Son c'est pas son petit-fils, son petit-neveu. Et alors, mais dans le bouquin, ce qui est étrange, c'est que Lacan se trompe. C'est rare que Lacan se trompe sur quelque chose comme ça. Il se trompe parce qu'il dit le rêve, il parle d'un rêve de gâteau, d'abord, Lacan, et puis d'un rêve de cerise. Dans le chapitre là, page 264, dans l'édition du Seuil. Hein. Dans l'autre édition, je ne sais pas exactement la page. Il parle d'un rêve de gâteau et d'un rêve de cerise, et il dit c'est Anna qui a rêvé de ça. Elle a rêvé de gâteau, et je vais vous lire le petit texte, hein. Et ensuite elle a rêvé de cerise. Et en fait, ce n'est pas exact. En fait, Anna a bien rêvé de gâteau et tout ça, mais la personne ou l'enfant qui a rêvé de cerise, ce n'est pas Anna, c'est son petit-neveu. Alors vous me direz, c'est pas très grave.
Mais bon, c'est curieux de la part de Lacan, parce qu'il y a des erreurs comme ça, il n'en fait pas. Et alors, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que il y a Jean-Paul Valabrega, dont je vous ai parlé la dernière fois, donc ce philosophe qui est décédé maintenant et qui était présent tout le temps au séminaire, qui lui fait remarquer à Lacan. Et il lui dit, je ne sais plus où c'est, Valabrega prend la parole, peut-être qu'il lève la main, il dit mais monsieur, ce n'est pas le même rêve, ce n'est pas le même rêve. Et Lacan, un peu pervers quand même, lui répond, Lacan prit la main dans le pot de confiture, comme un petit peu, quoi. Hein. Il lui répond, ah, monsieur Valabrega, je sais bien que vous entendez admirablement ce que je dis. Hein, vous voyez, c'est un petit peu pervers quand même comme réponse. Hein. Je sais bien que vous entendez admirablement ce que je dis. C'est l'anonyme. Pardon? C'est l'anonyme. Ah d'accord, ok. D'accord, c'est Manoni. Ok. Enfin voilà, de toute façon la réponse, voilà, c'est quand même amusant, quoi. Donc ce petit texte-là, ces rêves-là, eh ben, je vais vous les lire, hein, puisqu'on les a dans la science des rêves, la trame de Thome, on les a. Alors voilà ce que dit Freud par rapport à ça. Si l'on veut bien m'accorder que les mots dits par les enfants pendant le sommeil font partie du rêve, je pourrais communiquer l'un des rêves les plus récents de ma collection. Ma plus petite fille, âgée à ce moment de 19 mois, avait eu, c'est Anna, hein, la petite fille en question, hein, avait eu un matin des vomissements et avait été mise à la diète pour toute la journée. Dans la nuit qui a suivi ce jour de jeûne, on l'entendit crier au milieu d'un sommeil agité, Anna, Feud, Fez, Beauce, Fez, Flan, Bouilly. Elle employait alors son nom pour exprimer la prise de possession. Son menu comprenait apparemment tout ce qui lui avait paru désirable. Le fait qu'elle y avait mis des fraises sous deux formes était une manifestation contre la police sanitaire domestique. Elle avait remarqué en effet que la bonne avait mis son indisposition sur le compte d'une grande assiété de fraises. On lui avait reproché d'avoir mangé trop de fraises. Voilà. Donc elle a rêvé de fraises. Elle prenait en rêve sa revanche de cette appréciation inopportune, parce qu'elle n'a pas admise l'interprétation de la bonne en question. Quand nous disons, et poursuit en disant, quand nous disons que l'enfance est heureuse parce qu'elle ne connaît pas encore le besoin sexuel, nous oublions quelle source permanente de déception, de renoncement et partant de rêve est pour elle l'autre grand besoin vital. Voici un autre exemple. Voici l'autre rêve, justement, hein, qui n'est pas d'Anna, cette fois. Mon petit-neveu, âgé de 22 mois, est chargé de me souhaiter ma fête et de m'apporter comme cadeau un panier de cerises, qui sont alors des primeurs encore. La chose lui paraît dure. Il répète, les cerises sont dedans. Il ne peut pas se décider à donner la corbeille. Donc il apporte une corbeille de cerises, mais il ne la donne pas. La nuit lui apportera une compensation. Jusqu'à présent, il racontait à sa mère chaque matin qu'il avait rêvé du soldat blanc, entre parenthèses, un officier de la garde couvert de son manteau, qu'il avait un jour admiré dans la rue. Au lendemain du douloureux sacrifice, il se réveille tout heureux et déclare confiant dans son rêve, Hermann mangeait toutes les cerises. Hermann mangeait toutes les cerises, c'est-à-dire l'homme blanc, en fait, avait mangé toutes les cerises. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, ces deux enfants ont rêvé, à partir d'une privation dans la réalité, de l'objet dont on les avait privés. À savoir les gâteaux, la bouillie et puis les fraises. Hein. Mais comme en réalité, il n'y avait pas de fraises dans la corbeille, on voit bien que le rêve, par exemple, du petit-neveu va au-delà de la compréhension première, hein, de l'enfant, va au-delà de l'objet, hein, puisqu'il n'y avait pas de fraises dans la corbeille. D'ailleurs, il l'admet de cette façon en disant que le monsieur Hermann a mangé toutes les fraises, en parlant de l'officier. Et donc, cette fraise, elle représente un au-delà de ce que Freud appelait au-delà du principe du plaisir. Hein. C'est la terminologie freudienne, ça, au-delà du principe du plaisir. Ça représente un au-delà, et c'est un au-delà qui est sexuel. Voilà. Après, cette démonstration, elle vous convainc ou vous convainc pas, c'est pas la question. C'est celle de Freud, hein, dans la trame de Thome, et c'est-à-dire dans l'interprétation des rêves, c'est ce bouquin-là. Voilà. Et donc, c'est amusant à lire tout ça, parce que dans la science des rêves de Freud, vous avez plein de rêves comme ça qui sont rigolos,
et qui sont amusants à lire dans le texte lui-même, et puis qui sont très amusants et très insolites dans leur interprétation. Donc ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil quand même de temps en temps dans la trame de Tourne. Vous pouvez l'acheter et puis lire de temps en temps un rêve par-ci par-là. Parce que c'est vraiment, il y en a qui sont magnifiques, des rêves, hein, qui ont d'une intelligence, d'une subtilité extraordinaire dans ce bouquin-là. Donc ça vaut la peine d'en lire un temps. Il ne faut pas le lire d'une traite, évidemment, ça ne se lit pas comme un roman d'une traite, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible, c'est une somme, hein, ce bouquin-là. Hein. C'est assez complexe, relativement complexe. Et puis tout n'est pas intéressant dans le bouquin. Mais la partie rêve elle-même, parce qu'il y a une partie de rêve, puis il y a une partie psychologie du rêve qui est plus complexe, et un peu chiant, je veux dire, ce qui est le mot. Donc voilà, cette partie-là, on peut la laisser tomber, et puis lire les rêves, simplement. Et leur interprétation par Freud, quoi. Mais il y en a pas mal des rêves, hein, il y en a au moins une cinquantaine, facile, hein. Peut-être même plus, je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, il reparle d'Édipe, donc on va pas. Si, il reparle d'Édipe, on en a parlé déjà longuement, donc page 268. Hein, parce que là, il faut bien que j'avoue que j'avais qu'une semaine hein, entre les deux séances, c'était un petit peu compliqué pour faire tout le chapitre de manière complète. Je l'ai fait de la manière la plus complète possible quand même, mais bon. J'ai sauté quelques passages par nécessité de temps de séance et puis de temps pour moi pour le travailler, c'était quand même peu complexe. Il reparle d'Édipe et il dit Édipe est le passage du mythe à l'existence. Il existe en chacun de nous, il est partout, il existe bien plus que s'il avait existé. Ben oui, Édipe, c'est comme tous les histoires de la mythologie, hein. Les histoires de la mythologie grecque ou romaine, mais surtout la mythologie grecque, hein, elles sont à peu près les mêmes d'ailleurs, hein, à peu de choses près. Eh bien, on y adhère, hein, c'est quelque chose qui nous fascine, la mythologie grecque. Et regardez le destin d'Édipe, c'est quand même pas rien. Regardez le destin d'Oreste, qui en passant, c'était le cousin d'Édipe, hein, Oreste, hein, voilà, le cousin germain. Hein. Et donc, ils ont eu quand même des destinées assez fulgurantes et ont toujours une destinée particulière. Ça veut dire qu'on a une adhésion quand même à cette mythologie, bien qu'elle n'ait pas existé, ces personnages-là. Hein. Donc, il y avait Daniel Simoni, qui était un mathématicien, et qui était un des mathématiciens de Lacan, qui est toujours vivant d'ailleurs, hein, qui était un très très brillant mathématicien et psychanalyste, qui disait la mythologie, on y croit parce qu'elle est incroyable. Voilà. Il avait dit ça. Je me rappelle, il avait dit ça à un congrès. La mythologie, on y croit parce qu'elle est incroyable. Et donc, pour Édipe, c'est vrai. Hein, quelque chose, alors Lacan poursuit en disant quelque chose peut exister au sens plein du terme, même si elle n'existe pas réellement. Voilà, c'est la même chose. Hein. Et donc il poursuit un petit peu sur Édipe, donc moi je ne vais pas continuer sur Édipe parce que voilà, on en a déjà parlé longuement. Et puis je vais arriver pour terminer, à un petit bouquin de Freud, dont Lacan parle hein, dans ce chapitre-là, chapitre 18. C'est Freud, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. C'est un bouquin très très connu de Freud, hein, très très connu. C'est pas celui qui est le plus lu peut-être, mais enfin il est quand même très célèbre. Il nous parle de Léonard de Vinci. Alors, Freud aimait beaucoup la peinture italienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était fou d'amour pour la peinture italienne, et notamment pour la peinture de Léonard de Vinci. Pas seulement, hein. Il aimait aussi beaucoup Michel-Ange, et puis tous les peintres italiens classiques, évidemment, c'est sûr. Il avait une grande passion pour ça. Et donc, il s'était passionné pour Léonard de Vinci parce qu'il avait remarqué que Léonard de Vinci, eh bien, si vous cherchez une biographie de Léonard de Vinci et que vous voulez connaître des souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci, eh bien, vous n'allez pas en trouver. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est curieux parce que Léonard de Vinci a laissé une œuvre colossale, pas seulement sur le plan de la peinture, hein, mais sur le plan de l'ingénierie, si je puis dire, hein, des inventions, de l'architecture, de la sculpture, du dessin et tout ça. Il a laissé une œuvre colossale de dizaines de milliers de feuilles, des dizaines de milliers de notes et de dessins. On ne sait pas combien, hein, 80 000, 100 000
peut-être plus, on ne sait pas trop, hein, parce que tout ça n'est pas rassemblé. Et donc, si on lit toutes ces notes, ce qui a été fait, hein, eh bien malheureusement, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Rien du tout. Donc, alors on sait que Léonard de Vinci est né dans la petite ville de Vinci, en Toscane, d'un père qui était notaire et d'une mère, enfin d'un mariage, c'est d'un enfant adultère, etc. Voilà, qu'il a été confié à ses grands-parents paternels, etc. C'est des choses comme ça. Mais ça va pas loin, ce qu'on sait. Hein. On sait ensuite qu'il a été apprenti dans divers ateliers de maîtres de peinture, mais qu'il a fait divers métiers. Il a été architecte, il est devenu ingénieur, il n'a pas fait que peindre, loin de là, hein, D'ailleurs, Léonard de Vinci a peint peu de tableaux. Hein. Il a peint peu de tableaux par rapport à Picasso qui en a peint, qui fait 100 tableaux par jour. Léonard de Vinci, il lui fallait 4 ou 5 ans pour faire un tableau. Voilà, hein. La Joconde, ça lui a pris 4 ou 5 ans. Et le livre, donc, le tableau dont je vous dirai un mot tout à l'heure, c'est-à-dire la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne, lui a pris aussi 3 ou 4 ou 5 ans pour le peindre. Hein. Parce qu'il revenait sans cesse sur ses... Il n'était pas content, il revenait sans cesse, etc. Mais ce sont des œuvres admirables. Si vous voulez voir ce tableau-là, vous pouvez le voir, il est au Louvre. Sainte-Anne, la Vierge à l'enfant, il est au Louvre. C'est une des œuvres maîtresses de Léonard. Il a peint Sainte-Anne plusieurs fois, mais Sainte-Anne avec la Vierge et l'enfant, c'est cette œuvre-là, hein, où il y a les 3 personnages. Et d'ailleurs, ce qui a étonné Freud et ce qui a étonné Lacan aussi, et pas mal de gens, sur ce tableau, dont j'ai fait de modestes reproductions, mauvaise qualité, avec ma pauvre imprimante, j'avais plus d'encre. Et donc, on voit que Sainte-Anne, qui est la mère de Marie, hein, eh bien, on voit son visage est presque aussi jeune que celui de Marie. Donc ça surprend. Parce que nécessairement, elle était forcément plus vieille que Marie. Donc c'est étonnant qu'elle ait un visage pratiquement aussi jeune. Mais bon, pourquoi pas. L'artiste fait ce qu'il veut. Hein. Léonard l'a peint comme ça, voilà. Pourquoi pas. Et puis donc on voit que la Vierge Marie tient dans ses bras ou dans ses mains l'enfant Jésus qui lui-même tient un petit mouton dans ses bras. Voilà, et donc ça c'est une œuvre lourde. Et donc, Lacan, il en parle, c'est surtout Freud qui en parle dans un petit bouquin, dans ce bouquin-là, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, parce que quand il était petit, quand il était encore presque bébé, je ne sais pas si j'ai le... Oui c'est ça, c'est là. Quand il était presque bébé, il a fait une espèce de rêve. Léonard de Vinci, et c'est pratiquement la seule note autobiographique que l'on ait de lui. Vous voyez, ça va pas loin, hein. Ça va pas loin. Si on se dit, bah tiens, on va aller chercher un autre rêve de Léonard, ou bien quelque chose qui s'est passé à notre enfant, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Il n'y a pas. Donc, alors, Freud dit ceci. Une seule fois, à ma connaissance, Léonard a inséré dans ses écrits scientifiques une donnée sur son enfance. Une seule fois. En un endroit où il s'agit du vol du vautour. Il s'interrompt soudain pour suivre un souvenir de ses très jeunes années qui remonte dans sa mémoire. Il dit, et c'est Léonard qui parle, je semble avoir été destiné à m'occuper tout particulièrement du vautour, car un de mes premiers souvenirs d'enfance est qu'étant encore au berceau, un vautour vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue et plusieurs fois me frappa avec cette queue entre les lèvres. Voilà le rêve qu'a fait Léonard et qu'il a écrit strictement comme ça. Hein, voilà, il a écrit comme ça. Voilà, donc, alors, ce rêve, on pourrait le laisser là et puis dire voilà, il a rêvé à ça, c'est pas spécialement intéressant, enfin, c'est amusant, mais c'est tout ce que l'on possède de ça. Mais Freud en a fait carrément un livre quand même de ça. Hein. Pourquoi? Parce que un de ses amis à Freud, qui était pasteur, et qui s'appelait Pfister, le pasteur Pfister, c'est pas facile à dire, un SPF, Pfister, eh bien, ce pasteur, Freud a eu avec lui une très longue correspondance, une extraordinairement abondante correspondance qu'on peut acheter. Hein. Vous pouvez acheter, vous allez à la boîte aux livres, vous trouvez la correspondance entre le pasteur Pfister et Freud. D'ailleurs, c'est très intéressant. Hein. Moi, j'aime énormément les correspondances de Freud. Hein. Si vous avez l'occasion d'acheter des bouquins de Freud, achetez les correspondances. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est magnifiquement écrit.
Et puis ça relate les choses de manière vraiment très lumineuse sur cette époque. Comment ça se passait, la relation entre les gens, les soucis que l'on avait, les joies que l'on avait, la description d'un tableau, la description d'une ville, d'un monument, etc., les voyages. Hein. C'est magnifique. Hein. Et la correspondance entre Pfister et puis Freud ne manque pas à cette règle-là, elle est très intéressante. Hein. Vous pouvez acheter par exemple la correspondance entre Freud et puis sa fille Anna, hein, qui est tout à fait intéressante aussi. Hein. Parce qu'Anna, bien que Mina, sa belle-sœur, ait beaucoup voyagé avec lui, il a quand même voyagé aussi avec Anna. Grâce à ça, justice à Anna, elle a aussi quand même voyagé pas mal avec son père. Alors qu'est-ce que dit Freud par rapport à ce tableau? Eh bien, il reprend une interprétation de Pfister, parce que Pfister, il avait fait une interprétation plutôt curieuse de ce tableau, en disant que dans le drapé de la Vierge, que l'on voit sur le tableau, ce drapé un peu verdâtre, là, vous voyez, eh bien, on peut y voir un vautour renversé, avec la queue du vautour qui arrive presque au niveau de la bouche de l'enfant Jésus. Vous voyez, hein? Et si vous regardez le dessin que je vous ai donné en plus en noir et blanc, sur la deuxième page, hein, vous avez une deuxième page brochée, vous verrez, c'est le dessin ça, de Pfister, où l'on peut voir effectivement la tête, le bec, les ailes et la queue du vautour, et cette queue du vautour qui vient dans la bouche de l'enfant Jésus. Voilà. Et donc, et qu'est-ce que dit Pfister et Freud sur ce tableau, cette interprétation? Il dit Oscar Pfister a fait dans le tableau du Louvre une curieuse découverte dont on peut nier l'intérêt, même si l'on ne sent pas disposé à l'accepter sans condition. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'accepter ça, hein, sans condition, bien entendu. Dans les vêtements de Marie, singulièrement enroulés et difficiles à saisir, il a dessiné les contours du vautour. Il y fait une allusion comme une image devinette inconsciente. Sur le tableau qui représente la mère de l'artiste, se voit en effet très clairement le vautour, symbole de la maternité. On voit la tête du vautour, si caractéristique, le cou, l'arc aigu de la tache du tronc, tout cela dans le manteau bleu, qui est plutôt vert là, qui s'enroulant sur la hanche de la femme au premier plan, s'étend ensuite sur la direction de son genou droit. Presque aucune des personnes à qui j'ai fait part de ma petite découverte n'a pu se soustraire à l'évidence émanant de cette image devinette. Le lecteur ne manquera certainement pas de regarder la figure ci-jointe et d'y chercher les contours du vautour vu par Pfister. Le manteau bleu dont les bords dessinent l'image devinette se détache de notre reproduction en gris sur le fond clair du reste des vêtements. Alors nous suivons le manteau qui se détache si nettement sur ce qui l'entoure, depuis le milieu de l'aile, nous remarquons que d'une part il descend jusqu'au pied de la femme, qui est la Vierge, hein, de l'autre, au contraire, remonte vers son épaule et vers l'enfant. La première partie représenterait à peu près l'aile et la queue normale du vautour, la seconde, un ventre en pointe et une queue d'oiseau déployée, surtout si l'on tient compte des lignes en forme de rayons semblables par leur contour à des plumes. Le bout à droite de cette queue est dirigé vers la bouche de l'enfant, c'est-à-dire de Léonard, exactement comme dans son prophétique rêve d'enfance. Alors voilà, c'est simplement pour illustrer la possibilité que le rêve de Léonard fut un rêve d'ordre sexuel, hein, bien sûr, voilà, donc ce qui est tout à fait en relation avec le séminaire, le chapitre d'aujourd'hui, un rêve sexuel, et que inconsciemment, il est dessiné ce rêve dans cette Vierge à l'enfant et Sainte Anne, inconsciemment. Alors après, comme c'est dit dans le bouquin, on n'est pas obligé de l'accepter sans condition, bien entendu. Hein, mais on peut aussi se dire pourquoi pas, c'est pas impossible, hein, voilà, qu'il ait dessiné ça sans savoir. Alors il faut savoir que Léonard de Vinci a eu une drôle d'existence quand même, parce qu'on sait quand même, ça il n'a pas écrit dans ses notes, on sait quand même qu'il a été incarcéré pour sodomie, hein, Léonard de Vinci, pour sodomie. Il a été incarcéré quelque temps et il a été soustrait de la prison par un haut personnage.
Vous savez que Léonard de Vinci a eu affaire à beaucoup de très hauts personnages, dont Louis XII, le roi de France, et François Ier, entre autres. Et là, c'était pas un de ces rois-là qui l'a retiré de prison, mais c'était une autre personne. Mais quand il est venu en France, Léonard de Vinci, c'est sur la demande de François Ier. Et il est venu à Amboise, et c'est à Amboise qu'il est enterré, le père Léonard. Et quand il est arrivé en France, il est arrivé avec la Joconde. On a eu du bol quand même, qu'il soit arrivé avec ça. Il est parti d'Italie, pourquoi? Parce qu'en Italie, il semblait qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur, et qu'il n'avait pas, surtout qu'il n'avait pas de, si vous voulez, de personnage, de protecteur suffisamment puissant. Voilà. Il voulait un protecteur puissant qui ait les moyens de lui donner, de produire son œuvre, etc. Et dans la personne de François Ier, ça lui a plu. Voilà. Et François Ier avait une admiration idolâtrique pour Léonard de Vinci. Parce qu'en fait, quand Léonard de Vinci est arrivé à Amboise, il ne peignait plus. Et il ne faisait plus de sculpture, il ne faisait pratiquement plus rien. Donc, c'était pas pour ça que François Ier l'avait fait venir à Amboise, en fait. C'est parce que François Ier adorait être en compagnie de Léonard de Vinci. Voilà. Parce que c'était un personnage, Léonard de Vinci, tout le monde le reconnaît maintenant, c'est un personnage hors norme, extraordinaire. Donc voilà, il avait une puissance intellectuelle, conceptuelle, phénoménale, un artiste surdoué. Et donc, François Ier était fier et content, bien sûr, d'être en compagnie de ce personnage-là. Voilà. Et voilà, et Léonard n'était pas content. Il est mort assez jeune, Léonard, il est mort de tuberculose. Assez jeune, un peu plus de 60 ans, à Amboise, où on peut voir sa sépulture encore, dans une petite église qui est un petit peu en retrait du château d'Amboise. On peut voir sa sépulture. Je vais presque terminer là-dessus. Simplement une remarque qui m'est venue à l'esprit comme ça, qui n'a rien à voir avec le bouquin, c'est qu'on dit Léonard de Vinci, mais en fait il ne s'appelait pas Léonard de Vinci, il s'appelait Leonardo da Vinci. Ça c'est en France, on a une manie comme ça de traduire les choses. Par exemple, si vous prenez la ville de Londres, on dit Londres alors que c'est London. Il n'y a pratiquement pas de pays qui traduisent London en quelque chose d'autre. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, Londres, c'est London. Si vous allez dans 90% des pays du monde, Londres, c'est London. Alors il y a une exception, vous prenez les Italiens, Paris, ça Parigi. Voilà, il y a une exception aussi chez les Italiens. Mais on a tendance à traduire quand même qui est assez phénoménal. Venise, ça n'existe pas Venise, c'est Venezia, avec deux Z. Il y a, Rome, c'est pas Rome, c'est Roma. Voilà. Et Léonard de Vinci, ça ne s'appelle pas Léonard de Vinci, ça s'appelle Leonardo da Vinci. Bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même un travers un peu français, ça, que de vouloir s'approprier une espèce de sorte d'écriture inclusive, de cette façon, franchouillarde, et puis de traduire un peu tous les termes anglo-saxons ou italiens ou autres. Ou c'est une remarque subalterne. Donc, alors, aujourd'hui, on en était à la 6e séance, donc il ne nous reste plus que 2 séances, on arrive à la fin du séminaire, bientôt, ça passe extrêmement vite, c'est comme ça, voilà. Merci à vous de m'avoir écouté, j'étais un peu brouillon aujourd'hui, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai eu très peu de temps pour travailler ce chapitre qui n'est pas simple quand même, honnêtement, qui n'est pas simple du tout et qui est très référencé, vous l'avez constaté, ça part un peu dans tous les sens. Donc la prochaine séance a lieu le combien? Le combien, pardon? 28 février. 28 février. D'accord, merci beaucoup. Le 28 février. Donc dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Oui. Voilà. Merci à vous.